Bonjour à tous et bienvenue dans IDEA en aparté, le podcast qui donne la parole aux designers et aux architectes. Parce que nous pensons qu'ils ont un rôle à jouer dans les défis contemporains, nous leur ouvrons notre micro, hors promo et sans limite de temps. En cette période de crise, leurs idées, leurs visions du monde sont plus précieuses que jamais. Aujourd'hui, nous recevons Manuelle Gautran, une architecte qui compte en France mais aussi à l'étranger. À travers ses projets à l'esthétique revendiquée, elle reste fidèle à l'objectif qu'elle s'est fixé, réenchanter la ville. Mais pour commencer, elle nous raconte, depuis son agence parisienne, comment elle a vécu cette année 2020. L'année 2020, si j'avais su. Je me souviens de l'hiver dernier où j'ai passé une dizaine de jours entre Noël et Nouvel An au Mexique, à Mexico plus précisément, une ville que j'adore. Et je dois avouer que je n'aurais jamais imaginé, pourtant il y avait des premiers prémices, mais on n'était pas dans cet état d'esprit, ça nous est jamais arrivé, c'est la première fois. Donc voilà, j'aurais jamais imaginé cette année telle qu'elle l'a été. Je m'y attendais pas du tout. Et avec le recul, j'ai l'impression que le début du XXe siècle, en tout cas peu après le début, a été marqué par une Première Guerre mondiale. Et finalement, rétrospectivement, je me dis peut-être que ce début du XXIe siècle commence également avec une sorte de guerre. J'aime pas employer ce mot, mais finalement, sur cette fin d'année, je commence à le revendiquer. Sauf que cette fois-ci, c'est une guerre sanitaire, donc quelque chose qui est nouveau pour nous, qui est quand même assez violent, qui est assez radical et qui nous remet en cause complètement dans nos modes de vie, dans nos modes d'agir et de penser. Et je dois avouer que le premier confinement, parce que je suis d'un naturel extrêmement optimiste, d'un optimisme qui a vraiment du mal à laisser la place à autre chose. Mais le premier confinement, il y avait certes ce choc, mais en même temps, c'était une période assez courte et j'ai profité de ces quelques semaines, mois jusqu'à l'été, pour... on se remet très vite en cause dans sa pratique en tant qu'architecte. C'est une passion qui nous quitte jamais. Donc, on se questionne sur notre manière de concevoir, de construire. Et on se pose tout de suite l'enjeu de comment faire encore mieux, comment s'inscrire encore mieux dans notre société, comment être encore plus écologique, plus vertueux, etc. Et je reconnais que tout au long de l'année, cet optimisme a parfois un peu décliné et que sur la longueur, c'est difficile à vivre. Je dirais pas que l'optimisme m'a quitté, mais je me rends compte que chacun, pour ce qui nous concerne, on doit absolument mettre toute l'énergie pour être extrêmement créatif, pour rebondir. Pour cultiver et conserver une forme d'agilité, pour faire face à ce qui nous arrive. Et ce que je trouve, pour terminer sur une note positive, c'est que très souvent par le passé, toute crise a donné lieu à sa suite directe à une énorme période de créativité, d'énergie. Et je me dis aujourd'hui que c'est ça qu'il faut qu'on mette en place, c'est une énorme inventivité renouvelée. Et puis pour finir, cette année 2020, ça a quand même été une année importante pour nous parce que on a livré un projet qui n'a l'air de rien, mais qui tombe finalement à pic par rapport à ce qu'on vit. Ce sont des logements qui sont vraiment innovants, qu'on avait gagnés dans le cadre de Réinventer Paris. Et je me rends compte je pense qu'ils répondent absolument à ce que le citoyen revendique aujourd'hui et ce dont il a besoin, c'est-à-dire une osmose avec la nature, c'est ce que notre projet propose. C'est des logements dans lesquels il a participé à la conception, donc qui sont vraiment taillés à leur mesure, à chacun des habitants. Et puis, c'est des logements qui possèdent 20% en plus d'espaces partagés programmés.
Et je me dis, je sais que pendant ces moments de confinement, ils en ont vraiment profité, parce que j'ai beaucoup échangé avec eux. Donc je sais que nos terrasses communes, le potager, le solarium, c'était des endroits avec une cuisine ouverte où ils se retrouvaient pendant le confinement pour parler un petit peu, pour échanger, pour boire un verre et pour finalement se soutenir mutuellement. Oui, c'est ce projet dans le 13e arrondissement qui s'appelle Edison. Finalement, les atouts de ce bâtiment, ils vont bien au-delà de l'éco-conception. Ça dépasse largement l'aspect matériel et technique. Les familles qui vivent là, vous êtes vraiment penchés sur le choix de ces familles et pour imaginer un monde en soi. Donc l'écologie, c'est pas seulement penser aux matériaux. Non, surtout pas. C'est penser donc à la manière de vivre. Oui, je pense que l'écologie, c'est avant tout s'occuper de l'humain. Et c'est vrai que il faut tout le temps remettre l'humain au centre de tout ce qu'on conçoit. Et tout ce qu'on conçoit doit être fait pour lui, pour son épanouissement. Donc avant la question de la matière, par exemple, je pense qu'il est essentiel de redevenir plus contextuel. C'est un exemple, mais je pense que l'écologie, elle commence par là. C'est-à-dire, quand on conçoit un projet, regarder le site, le sentir, s'en imprégner profondément dans des dimensions qui sont quand même pour certaines quantitatives. C'est des dimensions climatiques, c'est des dimensions topographiques, mais c'est aussi plein de dimensions sociales, historiques, culturelle. C'est essayer de parcourir l'histoire de ce site, sa genèse, tout ce qu'il a vécu progressivement pour seulement ensuite imaginer un projet. Et je pense que ça rend plus humble et ça permet de faire en sorte que chaque projet, il est intimement lié à son contexte, qu'il met en valeur et il peut le mettre en valeur parce que précisément il l'a écouté auparavant. Pour moi, l'écologie, elle commence par là. Je pense que les villes ont peut-être un peu souffert dans les décennies qui viennent de passer d'une architecture qui est trop souvent devenue générique, simpliste, un peu corporate. J'ose le dire. Et je pense que progressivement, il faut qu'on retourne avec un lien très fort par rapport à la culture d'un quartier, d'une ville, d'une région, d'un pays. Mais il faut vraiment s'ancrer beaucoup plus profondément dans ses racines avant de concevoir. Dans cette consultation Réinventer Paris, est-ce que la place de la nature était vraiment centrale? Est-ce qu'elle était fondamentale dans le projet? Alors, elle ne l'était pas directement parce que la consultation était assez ouverte en soi. Elle cherchait à faire naître des projets innovants et finalement dans une palette assez large d'innovation. Pour autant, nous, dans le projet, ça revient d'ailleurs à cette question de la densité, on avait la volonté de construire donc un programme de logement. C'était du logement qu'on imaginait. Mais on savait que le site était déjà dense, très dense. On est dans le 13e arrondissement, au sud de la place d'Italie, avec aussi des architectures relativement mitoyennes, assez hétéroclites. On est au pied d'une grande barre de 17 étages, etc. Et donc, on avait une sorte presque de culpabilité à se dire, on va encore densifier un petit terrain. Donc, mon parti a été immédiatement, ok, je densifie, mais en compensation, je vais offrir une végétation, mais absolument pléthorique. D'ailleurs, je vais le faire aussi pour les habitants qui vont vivre dans ce projet de logement. Et donc, l'objectif du projet a été littéralement de faire un petit volume qui soit revêtu de végétation sur toutes ces dimensions, les façades, mais aussi la toiture. C'est la raison pour laquelle on a un potager sur le toit qui fait partie d'espaces partagés, mais aussi on a un travail de façade assez particulier. Les façades sont très vitrées. Et au droit de chaque fenêtre, systématiquement, on a une énorme jardinière qui est un peu en hauteur, qui forme une sorte d'allège.
Ça veut dire qu'en tout, on a 300 jardinières parce qu'on a 300 fenêtres. Et l'innovation, à la limite, c'est pas tant celle-là que quelque chose d'autre. Je me suis aperçue que, en fait, tout le monde vend des projets très écolos et on voit des images toutes vertes. Et puis, parce que je suis très curieuse, quand je vais me promener pour voir ces projets réalisés, souvent je suis vraiment déçue parce qu'ils sont pas verts, en fait. Alors j'attends qu'ils le deviennent, des fois ils le deviennent un peu, mais des fois ils le deviennent pas du tout. Et j'avoue que ce contraste entre ce qu'on a vendu et ce qu'on a réalisé me gêne terriblement. Donc j'ai voulu dans le projet ne pas vivre ça. Et du coup, on a décidé de planter bien avant l'arrivée des habitants. Donc on a planté 1 an et demi avant la livraison du bâtiment aux habitants. Et toutes ces plantes, on les a entretenues pendant 1 an et demi. Donc elles se sont épanouies dans des proportions que nous-mêmes n'avions pas forcément anticipées. Et les habitants sont arrivés finalement dans une nature qui était déjà là. Et je trouve que ça change complètement le rapport de l'habitant à la nature, parce qu'elle l'a précédé. Il y a une sorte de hiérarchie qui s'opère. C'est pas l'habitant qui décide de planter une nature décorative, c'est l'habitant qui rentre dans un environnement où la nature, en plus, n'a pas été taillée pendant 1 an et demi. Donc elle est dans un état assez, on va dire, spontané, naturel. Et je pense que ça change complètement le lien que chacun de ces habitants a avec la nature. Parce que, pour être franche, chaque logement, on a fait quand même quelques petits comptes, chaque logement a 280 plantes qu'on a plantées pour lui avant qu'il arrive. Donc, c'est pas rien. On y a été en masse. Chaque logement a également 10 mètres carrés de terre, en moyenne 14 jardinières. Enfin, voilà. Donc, on a manipulé le paysage avec vraiment l'ambition de se donner à fond. Et ce qui m'a le plus plu dans ce projet, c'est effectivement cette dimension de la chronologie. Le fait que l'humain arrive après la nature, ça, je l'avais pas anticipé à ce point, mais je me suis vraiment rendu compte que ça change les rapports. Parce que, par exemple, dans un des logements, je me souviens être passée et l'habitante, je lui disais, parce qu'elle avait vraiment de la végétation partout devant ses fenêtres, je lui disais, mais vous pouvez tailler quand même. Et elle me disait, mais non, j'ai l'impression d'être dans ma maison de campagne, à rez-de-chaussée, avec mon jardin en face de ma fenêtre. Et là, j'étais vraiment ravie. Et je me suis rendu compte que c'était, sans le savoir, intuitivement, une démarche assez permaculturelle, c'est-à-dire créer une véritable osmose entre l'humain et la nature. C'était finalement essentiel. Et je pense que aussi c'est ça dont la ville a besoin demain, d'une nature qui revienne, mais pas de manière décorative, d'une manière vraiment volontariste, de telle sorte à ce que l'habitant soit parfois d'ailleurs pris de court. Je sais que certains autres, par exemple de ma résidence Edison, ont relevé le fait que maintenant ils apprennent à vivre avec des abeilles, avec des araignées. Et j'ai senti chez eux à la fois l'envie de dépasser ça, mais en même temps un petit stress au départ. Et je pense que ça, c'est très positif. On doit se refamiliariser avec la nature. Et donc pour vous, l'architecture, c'est quand même totalement indissociable de l'urbanisme. C'est complètement indissociable. Après, je me rends compte que l'urbanisme permet d'aller beaucoup plus loin parce que c'est une grande échelle. Ça permet d'avoir vraiment une réflexion globale et d'avoir beaucoup plus de moyens pour développer des choses qui sont plus délicates finalement en architecture. On a gagné un concours assez récemment à Lille
pour créer un quartier. Et je me rends compte qu'à l'échelle urbaine, on a des moyens extraordinaires. On peut vraiment travailler la question de la désimperméabilisation des sols. On peut étudier l'écosystème qui est en place, travailler à sa mise en valeur. On peut travailler sur la refonte d'un corridor écologique. Et on peut aussi travailler sur la question de l'architecture, sur la programmation. On peut utiliser la grande taille du projet pour mutualiser des tas de fonctions. Donc mutualiser, ça veut dire économiser par ailleurs des mètres carrés, ça veut dire être plus compact, avoir une empreinte sur le site moins importante. Et puis ça permet aussi de développer des filières justement dans les questions de matériaux. Ça permet aussi de mettre à grande échelle à profit le travail sur le réemploi de matériaux qui existaient sur le site. Ça donne des moyens, ça donne une liberté qu'on a un peu moins en tant qu'architecte, parce que quand on fait un projet, désimperméabiliser le sol à l'échelle d'une parcelle, c'est compliqué. Travailler la question des eaux pluviales, si personne ne le fait à côté, ça devient mineur. Donc l'urbanisme, oui, permet de déployer des moyens qui sont exceptionnels et qu'il faut absolument déployer maintenant. Finalement, l'écologie, c'est pas du tout une priorité nouvelle pour vous, parce que vous avez beaucoup de projets par le passé qui montrent justement votre intérêt pour le site et votre envie de faire vivre aussi tout un écosystème autour de ce que vous construisez. Il y a plusieurs exemples, mais est-ce que justement, si on revient un peu sur cette année 2020 qui a été une sorte de coup de semonce, est-ce que plus que jamais vous avez encore plus à cœur, disons, de développer des enjeux, ces enjeux environnementaux à travers les projets à venir? Est-ce que vous allez souligner davantage, ou est-ce que vous estimez que vous étiez déjà bien impliqué dans ces questions? Évidemment, ça me renforce dans mes convictions qui sont profondes et lointaines. C'est vrai qu'elles m'ont suivi tout au cours des projets, parce que j'ai toujours eu à cœur la dimension contextuelle. Je suis quelqu'un de très curieux, et chaque projet, je reconnais, c'est le premier bonheur, c'est celui j'ai presque envie de dire, de renifler le site, enfin de le sentir. Je me souviens de chaque visite que j'ai fait dans chaque site. C'est des moments hyper importants et qui vous rendent tellement créatifs, parce qu'il y a une énergie qui en ressort. Donc ça me renforce dans mes convictions, ça me donne envie encore de mieux faire, ça c'est sûr. J'ai une sorte de rage de faire encore mieux. Il y a aussi, ça me renforce dans une conviction qui parfois a un peu du mal à passer, c'est celle de la densité. Je sais que c'est toujours un débat dans les villes, faut-il densifier? Mais je trouve ça fondamental de maintenant, désormais, refuser l'étalement urbain, de ne plus bannir une certaine densification de nos villes. Ça, c'est une question pour moi. Enfin, pour moi, il est intolérable de se poser encore la question: peut-on densifier? À la place de la densification, je pense qu'il faut désormais parler d'intensité à la place de densité. Et je pense aussi, pour mieux formuler cette densité nécessaire des villes, cette intensité, je pense qu'il faut aussi arrêter de vouloir construire du neuf. Il faut se dire que on a un patrimoine déjà là, qui est parfois beau, parfois moins beau, mais les villes sont construites de dizaines de milliers de bâtiments, et en fait, clairement, il y en a quand même une proportion d'entre eux qui n'ont pas d'usage, ou un usage pas assez, qui correspond pas à nos besoins. Il y a beaucoup de bâtiments abandonnés, il y a des dents creuses qui ont aucune valeur. Et je pense que tout élu et tout architecte doit désormais se poser d'abord la question, avant de construire: est-ce que je peux pas plutôt utiliser un bâtiment existant dans une ville? Je me rends compte à l'agence qu'on travaille maintenant beaucoup sur des projets de restructuration, quasiment plus sur des projets neufs, et que chaque projet de restructuration, c'est passionnant, parce que souvent il y a une petite extension, une petite surélévation, ou même il n'y en a pas. Mais le simple fait d'ajouter à une architecture existante quelque chose de neuf,
C'est extraordinaire parce que ça permet de mettre en écho l'ancien et le neuf. Ça permet à chacun de se répondre et ça permet à notre architecture, à notre intervention d'être encore plus belle parce que elle est dans un écrin qu'elle a contribué à faire renaître. Et je vois beaucoup aujourd'hui la ville désormais comme un terrain dans lequel il faut agir comme de l'acupuncture. C'est par ces petites opérations qu'on redonne naissance à une vie de quartier. C'est par ces projets-là qu'on fait, qu'on régénère un bâtiment, et que petit à petit, finalement, une ville reste vivante. J'ai toujours été assez opposée à la notion de ville-musée parce que je pense que peut-être pour les touristes c'est bien, mais pour des habitants qui vivent au quotidien, je crois que c'est important qu'on puisse voir notre ville évoluer, s'embellir, qu'on y découvre des petites surprises. C'est important d'être surpris soi-même quand on se promène dans sa propre ville. Voilà, donc je milite encore plus aujourd'hui pour construire la ville sur la ville, pour s'attacher à soigner d'ailleurs des centres-villes qui sont parfois un peu en déshérence, s'agissant par exemple des villes moyennes. Donc c'est surtout là maintenant désormais qu'il faut mettre l'énergie. Est-ce que votre expérience à l'étranger nourrit justement les projets que vous pouvez faire en France? Est-ce qu'il y a des projets à l'étranger qui, d'un point de vue purement sociétal, dans le programme même de ce que vous êtes amené à construire à l'étranger, il y a des idées, des concepts que vous avez envie d'appliquer ou que vous aimeriez appliquer au territoire français? Oui, je dois avouer qu'en ce moment, on est en phase chantier. Malheureusement d'ailleurs, c'est terrible parce que ça se passe en Australie. Et ça fait 8 mois que je ne suis pas allée en Australie et le chantier a démarré il y a 8 mois. Donc c'est extrêmement dur. C'est un pays aussi auquel je suis maintenant viscéralement attachée. Bref, petite parenthèse, mais oui, c'est très dur de cette distance. Mais ce projet qui est aujourd'hui en phase chantier m'a beaucoup appris. De toute façon, travailler à l'étranger ou même simplement voyager, c'est un enseignement permanent. Moi, en tout cas, qui m'a nourri tout au cours de ma vie. Je suis vraiment accro au voyage parce que chaque fois, j'y puise énormément d'enseignements, de richesses et je peux ensuite effectivement mettre à profit cette richesse dans tous mes nouveaux projets en fait. Et s'agissant de l'Australie, le projet donc c'est un équipement public, c'est une bibliothèque municipale avec une extension de la mairie. Et là-bas, comme il n'y a pas cette notion de patrimoine qui est omniprésente, finalement les règles d'urbanisme sont complètement différentes. En Europe, avant tout, on a des règles d'alignement, de gabarit, parce qu'on est dans un existant qui est tellement beau, historique, qu'il faut absolument le protéger, rester dans une sorte de respect volumétrique. Là-bas, finalement, là où je construis, c'est un quartier de Sydney, qui fait partie du Grand Sydney, qui possède une architecture extrêmement hétéroclite. Et du coup, la mairie, et je pense que c'est très commun en Australie et dans d'autres pays anglo-saxons, elle travaille beaucoup plus sur des règles liées au climat et à l'ensoleillement. Et en fait, toute la conception de notre projet a été marquée par une seule règle. Au concours, en fait, on avait une règle, c'était de ne pas porter ombre plus de 20 minutes sur la place qui nous fait face au sud. Vous savez que là-bas, le soleil vient du nord. Donc du coup, il fallait qu'on construise, mais en même temps, la place qui nous est contiguë au sud, on n'avait pas le droit de lui porter la moindre ombre le jour le plus bas de l'année. Et ça a généré à l'agence un travail vraiment sur les courbes du soleil tout au long de l'année, qui a été vraiment intéressant et finalement tout le projet, toute sa volumétrie a été sculptée par rapport à ces courbes du soleil. Et aujourd'hui, on arrive à dégager 8000 m² sur un terrain qui est pas très grand. On monte assez haut.
mais on a une forme triangulaire. C'est comme si elle formait une sorte de révérence au soleil. Voilà, elle se plie sous le rayon du soleil, comme s'il avait appuyé sur notre volume. Et j'en retire beaucoup parce que je pense que retourner en Europe, j'ai envie de beaucoup plus inscrire mes projets par rapport à ces données d'ensoleillement, de porter atteinte par rapport à des questions d'ombre et de lumière. Je pense que c'est une donnée qu'on oublie trop souvent. Quand on regarde tous les bâtiments que vous avez faits jusqu'à présent, on constate qu'il y a quand même pas mal de bâtiments culturels. Pour autant, j'ai plutôt l'impression que vous ne souhaitez pas du tout vous spécialiser. Pourquoi ? Parce que j'estime que lorsqu'on se spécialise, on perd peut-être une certaine fraîcheur. Et puis peut-être aussi un certain stress. Je pense que la création passe par des moments de stress. Il faut se sentir déstabilisé, il faut presque avoir un peu peur. Quand on démarre un projet, c'est ça qui vous donne de l'énergie, c'est ça qui vous permet de vous dépasser. Et je pense que le trop d'expérience sur un type de projet rend peut-être moins modeste, donne envie d'appliquer et de développer des recettes qui ne se renouvellent pas assez. Je parlais tout à l'heure de cette année 2020. En fait, elle nous apprend quelque chose. On doit rester agile. Cette crise était complètement inattendue, elle nous a totalement bousculés, elle nous a remis en cause. Il y a ceux qui arrivent à assumer cette remise en cause, qui vont rebondir et qui vont être leur créativité va les pousser et c'est là qu'on a les idées. Mais quand on n'est pas assez bousculé, finalement, oui, j'ai peur de la routine. Et je crois que les personnes qui travaillent, les architectes qui travaillent toujours sur les mêmes programmes, je trouve qu'il y a une sorte de recette qui se déploie et qui enlève un petit peu de contextualité, et puis de renouvellement. Mais du coup, cette vision que vous avez, ou ce questionnement en tout cas, que vous avez sur les nouveaux usages, sur cette responsabilité de l'architecte, qui est une responsabilité positive, est-ce que ça peut vous amener à détourner un peu un programme ? Est-ce que vous avez à vous battre ? Est-ce qu'on peut dire comme Ricciotti que l'architecture c'est un métier de combat ? Est-ce que vous adhérez à cette formule ? Bien sûr que c'est un métier de combat. Je pense que toute passion nécessite de se battre. Parce que la passion nous fait aller très loin dans notre degré d'exigence, dans notre énergie. Donc c'est un combat. Oui, je modifie toujours les programmes. Je pense que c'est aussi sur la programmation qu'on doit être créatif. J'ai horreur de prendre un programme à la lettre parce que je pense que celui qui l'a imaginé n'a pas été assez imprégné du site comme moi je vais l'être. Il n'a peut-être pas l'expérience qu'on peut avoir. L'agilité. Quand je parlais de densité tout à l'heure, il y a aussi quelque chose qui devient pour moi de plus en plus important dans une ville. C'est lié à la question de la programmation. Je trouve que construire ou restructurer un bâtiment dans une ville, c'est une forme de densité qui doit être assumée. Mais en même temps, je trouve qu'il est important, en tant qu'architecte, d'avoir toujours la conscience de l'espace public. Et je trouve qu'il est important de rentrer beaucoup plus dans une sorte de logique donnant-donnant. C'est-à-dire, on construit, on a un programme, mais dans ce programme, à chaque fois, j'essaye d'intégrer une fonction qui puisse être ouverte aux habitants extérieurs au bâtiment. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en Suède. En Suède, finalement, on n'achète pas les terrains. Donc on a un gros projet de restructuration là-bas et de surélévation. Et au lieu d'acheter ce foncier supplémentaire,
ils sont vraiment dans une logique donnant-donnant. Et du coup, j'essaye aussi de l'appliquer, moi, dans les projets que j'ai en France. Cette logique, elle a été proposée par la ville de Stockholm, et elle a été de dire, OK, vous rajoutez 15 000 m², mais qu'est-ce que vous offrez à la ville en compensation ? Et donc, en compensation, on a en fait offert plein de choses. Et je pense beaucoup plus que si on avait acheté le terrain. On a offert un espace public qu'on a installé sur le toit du bâtiment, entre l'existant et la surélévation, qui est une sorte de grande promenade avec un belvédère, et c'est un des spots, entre guillemets, qui va être magnifique pour découvrir la silhouette de Stockholm. On est en contrebas, on a un des canaux, donc on a une vue qui est exceptionnelle. Donc on propose ça, on propose de monter l'espace public en 3 dimensions, on propose d'ouvrir le cœur d'îlot. On y installe des fonctions de restauration, et également on travaille le pont qui mène au projet, pour lequel on conçoit un aménagement urbain qui va justement rentrer dans ce cœur d'îlot. Donc la logique donnant-donnant, pour moi, elle est fondamentale, parce que justement la densité des villes fait que le risque, c'est la diminution du public, l'espace public. Et c'est aussi ce qu'on a essayé de faire à Montpellier. On a installé toutes les fonctions de la manière la plus compacte possible. Elles sont comme sculptées sous la forme d'une conque. Et la conque, c'est une terrasse qui est donc dominée par le volume 15 mètres plus haut. Une terrasse de 150 m² qui est accessible à tous les Montpelliérains, et c'est un café, c'est juste un balcon sur la ville. C'est une des plus belles localisations, on est plein sud. Voilà, et dans chaque projet, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une progression de l'espace public vers l'espace privé, que l'habitant du quartier puisse rentrer dans mon bâtiment, aller sur une terrasse, sur un belvédère, qu'il puisse aussi ne pas être cantonné uniquement au rez-de-chaussée de la ville, mais qu'il puisse monter sur les toits. Avoir des espaces publics sur les toits, c'est fondamental dans nos villes européennes, parce que la mer de toits que l'on découvre, elle est toujours extraordinaire, qu'on soit à Paris, à Stockholm ou ailleurs. Mais quand on vous écoute parler de vos projets, on a quand même le sentiment que vous avez le souci d'être assez exemplaire, en tout cas de montrer une architecture ou l'exemplarité d'une architecture, d'investir l'espace public et donc de faire un geste citoyen d'une certaine façon. Est-ce que vous pensez que le public français, par exemple, est au fait de cette architecture? Est-ce qu'il est assez instruit? Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce que le public français se rend compte des enjeux, pas seulement d'une jolie façade, mais de ce que ça veut dire l'architecture dans sa ville? Est-ce que vous trouvez qu'on communique assez là-dessus? Non, on communique pas assez. Non, je trouve que par rapport à d'autres pays, par exemple dans le nord de l'Europe, l'architecture, je vais dire, ça n'est pas une discipline qui est suffisamment grand public. Et pourtant, c'est elle qui façonne tout notre cadre de vie. Quand vous vous réveillez le matin, vous vous réveillez forcément dans un logement qui a été conçu par un architecte, du moins je l'espère. Quand vous allez travailler, c'est forcément un bâtiment qui a été conçu par un architecte. Je pense que le français n'a pas cette même curiosité que d'autres habitants, on va dire européens, pour l'architecture. Parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. La faute peut-être à la presse, à tout le monde, à notre culture historique qui fait que justement, s'agissant de culture, on va être tourné vers le théâtre, vers le cinéma, vers la lecture, la littérature. L'architecture, qui est pourtant un art absolument majeur, n'est pas celui que le français connaît le plus. Mais pour moi, c'est évidemment, voilà, vous voyez la passion, mais c'est la plus belle forme d'art parce que c'est l'art qui vous abrite. C'est un art aussi qui nécessite une responsabilité. Vous dites que je cherche à être exemplaire. Bien sûr, on doit tous chercher à être exemplaire. Parce que quand on construit un bâtiment, on le construit pour combien? Ça peut être 10 ans, 20 ans, 50 ans. Donc,
Ça nécessite aussi beaucoup d'argent. Enfin, l'architecture, il y a une pression financière qui est importante. Il y a cette durée quand on construit. Je pense qu'il faut se projeter dans le temps long que l'architecture doit devenir patrimoine. Donc tout ça, ça pèse sur nous. Ça nous force tous à être exemplaires. Et c'est vrai qu'on aimerait partager notre passion et les enjeux de l'architecture avec les habitants d'une ville, avec tous nos concitoyens. Mais voilà, un podcast comme ça peut être très bien. Vu que vous travaillez sur la matière, mais aussi sur des projets sur un temps long, c'est-à-dire que en ce moment on parle beaucoup du monde de demain et on va se réinventer demain, etc. Mais quand on est architecte et qu'on travaille sur un projet dont on sait que il sera terminé dans plusieurs années, est-ce que vous n'êtes pas plutôt tout le temps dans le présent en fait ? On est tout le temps dans le présent et je reconnais que j'aime pas trop cette formule de comment dire la ville de demain. C'est aujourd'hui qu'elle se fait. Finalement, le projet d'Edison, on l'a livré aujourd'hui, mais on l'a conçu il y a 5 ans. Alors peut-être que l'architecte, plus que d'autres, on est obligé de se projeter dans le temps long parce que justement, construire un bâtiment, ça va mettre au minimum 4-5 ans et on est obligé d'anticiper. De toute façon, on est dans l'anticipation permanente. Et ça revient d'ailleurs à cette question du combat. Je pense que c'est un métier de combat parce que maintenir une idée et je dirais parfois la modifier en cours de route pour intégrer des choses nouvelles qui nous arrivent, c'est une bataille. Et si je dézoome un peu par rapport à notre métier, on se rend compte que les villes aujourd'hui sont soumises à une pression qui est énorme. La ville, elle doit accueillir, il y a des milliers de personnes qui rejoignent les villes tout le temps parce qu'elles ont besoin de trouver un toit, elles ont besoin de trouver un travail, elles ont juste besoin de vivre décemment. Donc il y a une pression financière et foncière sur les villes qui est considérable. Et ça demande d'accentuer ce combat parce que dans la précipitation, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc ça demande à la fois d'être force de proposition, mais de freiner des décisions qui peuvent être prises trop vite ou trop sous la pression justement foncière et financière. En fait, j'ai la chance de faire partie d'un comité d'experts qui est piloté par la DRAC Île-de-France et dont l'objectif est d'examiner des recours sur certains permis de construire. Et en fait, quand on plonge là-dedans, c'est un enseignement extraordinaire, mais qui fait en même temps un petit peu peur. Parce que c'est des recours extrêmement complexes. On se rend compte que la ville est soumise à une pression. Toutes les villes sont soumises à une pression foncière qui est énorme. Il faut construire du logement, il faut accueillir. Et cette pression, elle est difficile à soutenir parce que d'un côté, il y a des élus qui sont parfois désemparés, qui ont besoin d'assumer cette construction de logements et qui sont désemparés parce qu'il faut absolument qu'ils soient armés pour faire face à cette pression foncière qui est parfois trop grande. On voit, en faisant partie de ce comité, on voit l'appât de certains, on va dire, maîtres d'ouvrage privés, de certains promoteurs, l'appât de la construction vite fait qui densifie à outrance et avec des projets très peu qualitatifs. On voit ça. On voit la privatisation de la ville. On voit aussi des projets où clairement l'architecte n'a pas eu le pouvoir, ou alors il ne l'a pas gardé, ou alors il a abandonné. Et c'est extrêmement douloureux parce que on n'a jamais une solution toute faite. Et on est très souvent face à des projets qui sont mauvais, qui sont clairement mauvais pour le futur de la ville.
Donc on se bat contre, mais on est obligé aussi d'écouter ces élus qui sont vraiment parfois désemparés, parce que c'est une responsabilité considérable d'être maire. Et je me rends compte que, voilà, donc on a un métier de combat, on peut pas abandonner. L'architecte a une responsabilité extrême. Je me rends compte que les villes, je suis très européenne dans le fond, parce que je trouve qu'il y a une vraie culture. Pour moi, c'est comme un pays, en fait, avec différentes régions. On voit que nos grandes villes, toutes nos villes d'ailleurs, elles ont franchi des siècles et des siècles en gardant cette qualité qui fait que, voilà, j'en ai des frissons. Enfin, des villes européennes, la plupart d'entre elles sont magnifiques. Elles ont un patrimoine exceptionnel qu'on a su mettre en valeur, qu'on a quand même su conserver. Et j'ai des fois peur que ces siècles accumulés de travail qualitatif, soudainement, en quelques décennies, on l'abîme, parce que tout d'un coup, la machine s'emballe. Et les villes font face à une pression qu'elles ne peuvent plus contenir. Et des fois, j'ai peur qu'en quelques décennies, les villes, déjà s'étalent trop, et puis tout simplement s'enlaidissent et perdent cette unité, ce fil conducteur qui les a aussi confortés dans une identité. Le contexte, c'est le local. Tout le monde parle de local aujourd'hui. Et le local, c'est cultiver une identité propre. Il faut que les villes, elles arrivent à garder ça. Et c'est extrêmement difficile. Cette crainte, cette peur, cette prise de conscience, vous pensez la partager avec beaucoup d'architectes de votre génération ou pas, en tout cas européens? Est-ce que... Oui, c'est quelque chose qui est partagé, mais en même temps, je pense qu'il y a des architectes plus ou moins combatifs. Moi, je suis vraiment dans le combat, mais je le vois positivement. Je pense que, comme dit, quand on a une passion, forcément, ça veut dire qu'on se donne les moyens de l'énergie qu'il faut et de la volonté de conviction qu'il faut, de l'engagement. C'est vrai que j'ai un engagement d'exemplarité qui s'est encore renforcé avec cette année. Évidemment que tout le monde ne l'a pas, mais il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que c'est important que le rôle de l'architecte reste central. Et je me rends compte, en faisant partie de ce comité, mais aussi à plein d'occasions, qu'on a tendance d'une part, à reléguer l'architecte dans une place qui devient de plus en plus mineure, alors qu'auparavant, il était réellement un chef d'orchestre. Et d'autre part, il y a un deuxième phénomène, c'est que la conception, que ce soit d'un projet urbain ou d'un projet architectural à une plus petite échelle, il fait appel à de plus en plus de disciplines connexes. Et j'ai l'impression que ces disciplines, d'une certaine manière, elles sont... c'est passionnant. Mais il faut savoir les contrôler, il ne faut pas qu'elles vous dévorent. Il faut savoir les aligner toutes entre elles, les hiérarchiser. Il faut garder cet esprit de synthèse qu'un architecte, pour moi, c'est l'un des seuls, est capable d'avoir. Et je reconnais que le rôle de l'architecte a tendance à se réduire un petit peu. On est moins un chef d'orchestre assumé et affiché. Et donc, à nous de le rester dans des formules de création de projets qui sont plus difficiles, plus complexes. De toute façon, on est dans une époque de complexité. Et justement parce qu'on est dans une époque de complexité où il faut positiver sur ces intervenants qui sont de plus en plus nombreux, il faut positiver dessus parce que chacun peut amener. Mais c'est justement là que l'architecte doit encore plus garder ce rôle central, comme un sablier. Il est le point central du sablier, en fait. Il doit d'autant plus le garder que les choses ont tendance effectivement à se complexifier, à se dissiper. Voilà, et le combat, il est là. Il est de garder notre esprit de synthèse et puis notre pouvoir de conviction. Et le pouvoir, avant tout, c'est quoi? C'est quand même de la compétence.
Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'agence Manuel Gautran pour 2021 ? On se disait que le pire était derrière nous, en tout cas on l'espérait, par rapport à des projets, par rapport à des envies. Pour 2021, oui, j'ai beaucoup d'optimisme parce que je sais que cette année a été un moment de choc, je pense, pour chacun d'entre nous et de repositionnement. Et comme dans toute crise, je sais que je rebondirai encore mieux, que je pense que les projets à venir qu'on est en train de fomenter à l'agence vont être encore plus beaux. Tiens, il y a d'ailleurs une dimension dont j'ai pas parlé dans l'interview, c'est pourquoi le rôle de l'architecte reste fondamental et il doit continuer à être central. Parce qu'il est l'homme ou la femme de synthèse, enfin voilà, on est là pour synthétiser, mais aussi parce que je pense qu'on apporte une dimension qui n'a pas de valeur, qui est incommensurable, c'est celle de l'esthétique et de la beauté. Je pense qu'entre un projet générique qui est, on va dire, un peu simpliste, qui ne donne pas d'émotion, et d'un autre côté, un projet qui a ce petit plus, voilà, qui est indicible, qui vous donne une émotion, qui vous marque potentiellement pour longtemps, eh ben, il y a un gigantesque grand écart. Et cette plus-value, seul un architecte, pour moi, en tout cas un créatif, est capable de réellement la mettre en place, l'inventer et voilà, et la faire se réaliser. Cette dimension esthétique et de beauté, finalement, ce sont des mots qu'on emploie un peu moins aujourd'hui, mais qui sont tout aussi importants qu'ils ne l'ont toujours été. C'est des dimensions moins quantifiables. J'ai l'impression qu'aussi, c'est pour ça qu'on n'ose pas en parler. Le beau, on ne sait pas le quantifier, mais pourtant, il faut quand même qu'on continue à oser en parler avec toute la subjectivité que ça comporte, mais c'est pas grave. C'est important qu'on se confronte, qu'on ait des véritables échanges entre tous ceux qui fabriquent la ville et au-delà sur la question de la beauté. Et c'est important qu'on soit pas d'accord, mais n'empêche que la beauté, c'est ce qui fait qu'un jour, un bâtiment va devenir patrimoine ou pas. Bon, merci beaucoup, Manuel. Merci, Vanessa. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que j'ai transmis un peu de ma passion, un peu de mon envie pour partie, en tout cas le grand public. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'avertis qui sont fans d'Ideate. Mais même pour le grand public aussi, j'aimerais avoir transmis ma passion de l'architecture et puis aussi transmis un peu de la responsabilité collective qu'on a. Parce qu'effectivement, je compte sur tout le monde pour militer sur cette passion qu'on doit développer sur l'architecture, sur le développement de nos villes, sur ce qui va faire finalement qu'on va garder cette qualité d'environnement métropolitain européen.